Bienvenue dans The Big Shift, Anne-Sophie. Merci. Trop cool de t'avoir sur le podcast. On enregistre à Change Now, dans le Grand Palais, dans un endroit qui est absolument merveilleux. C'est le 2e épisode de la journée pour moi. On est accueillis par les équipes de Change Now dans une petite bulle podcast pour enregistrer. On est dans un lieu qui est trop cool. Alors il y a beaucoup de monde, donc on a été mis un peu à l'écart dans cette bulle podcast pour que le son soit bon pour vous quand vous l'entendrez. Et puis on vous enverra quelques petites images du salon aussi. Change Now, c'est le plus gros salon sur la transition écologique, sur les entreprises qui font bouger les lignes au monde. Et on a la chance de l'avoir au Grand Palais, donc c'est trop bien de pouvoir enregistrer des épisodes de podcast ici. Je suis hyper content. Et donc, on va parler avec Anne-Sophie d'activisme océanique. On l'a déjà évoqué un peu à plusieurs reprises. Assez récemment, on a enregistré un épisode avec Claire Nouvian. Il y a beaucoup plus longtemps, on avait enregistré un épisode avec Alice Vitou de la Fresque Océane. Et juste avant que tu arrives, on enregistrait avec Chloé Léger, qui elle va tenter de traverser l'Atlantique à la nage. Donc Chloé, elle nage à l'horizontale, et puis toi tu vas me raconter une autre histoire parce que tu nages un peu plus à la verticale, tu fais de l'apnée, tu fais de la plongée, et donc tu es activiste sur la protection de l'océan, et donc j'aimerais bien comprendre un peu ce que tu fais au quotidien. Et pour ça, je te laisse te présenter, et puis ensuite on avancera un peu plus loin dans les sujets d'activisme. Carrément, merci beaucoup de me recevoir déjà. Donc je m'appelle Anne-Sophie Roux, je suis activiste pour l'océan et je travaille principalement sur l'exploitation minière des fonds marins. Deep Sea Mining, du coup. Deep Sea Mining en anglais, ouais. Qui est très utilisé. Ouais, exactement. Ça sonne un peu mieux que exploitation minière des fonds marins, mais ça fait plus peur, je trouve aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est un peu plus catchy peut-être à dire et un peu plus rapide. Mais du coup, je travaille sur ce sujet depuis bientôt 5 ans. Où j'ai vraiment commencé en essayant de donner suite à l'alerte des scientifiques sur ce sujet et en essayant de mobiliser des gouvernements pour qu'ils prennent une position. Et on a réussi à convaincre la France en 2022 de rejoindre le moratoire qui est demandé sur cette industrie. Et du coup, depuis, je travaille avec des politiques français. Donc, j'étais au ministère de la Mer et de la Biodiversité l'année dernière. En tant que conseillère d'Hervé Berville, donc qui était le ministre l'an dernier. Et là, je l'ai rejoint à l'Assemblée nationale, donc en tant que conseillère parlementaire, donc là en 2025, pour principalement l'UNOC, donc la 3e conférence de l'ONU sur l'océan, que la France et le Costa Rica accueillent en juin. Qui est l'équivalent en gros de la COP, mais pour les océans ? Ouais, un petit peu, ouais, on peut dire. En tout cas, c'est vraiment le rendez-vous onusien qui est vraiment dédié à l'océan. Et c'est le seul rendez-vous de ce type. Et le dernier, c'était en 2022, à Lisbonne. Donc, c'est pas non plus tous les ans comme les COP climat. Ouais, ok. Et juste pour revenir, du coup, un moratoire, c'est quand on arrête de faire des activités jusqu'à ce qu'on ait pris une décision sur l'impact de ces activités. Ouais, un moratoire, c'est vraiment une pause. C'est dire on appuie sur le bouton pause tant que on n'a pas déjà des connaissances suffisantes sur les écosystèmes des grands fonds marins et tant qu'on n'a pas assez de recul sur l'ampleur des impacts que l'exploitation pourrait avoir, en gros. Et c'est ce qui est demandé par la communauté scientifique sur cette industrie, en tout cas dans les eaux internationales. Et quand on parle des eaux internationales, c'est la moitié de la surface de la planète. Donc c'est juste... énorme. Alors pour commencer, moi ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre un peu ton attrait pour cette carrière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 5 ans tu t'es dit c'est là-dessus qu'il faut que je travaille? D'où te vient cet amour pour l'océan? J'ai pas trop l'histoire d'être née à côté de la plage et de plonger depuis que je suis petite. Pour le storytelling, c'est dur. Le storytelling, ça marche pas trop. J'ai plutôt grandi à côté de la Savoie, entre Paris et la Savoie, donc pas trop près de la mer. Comment ? Le lac d'Annecy un peu ? Ouais, déjà plus proche du lac d'Annecy et le lac du Bourget. Voilà, okay. C'est là où mon fief familial, on va dire. Donc pas très proche de l'océan. En fait, je suis vraiment arrivée à l'océan d'un point de vue théorique. En fait, je faisais des recherches sur l'adaptation à la crise climatique et j'ai pris une année de césure pour aller me former un peu sur le terrain concrètement des communautés qui sont parmi les plus touchées par la crise climatique pour voir comment elles s'adaptent sur place et en fait c'est vraiment sur le terrain je me suis rendu compte que l'océan c'était notre meilleur allié en fait pour adresser ces questions-là, donc à la fois protéger, restaurer les écosystèmes marins et en fait c'était pendant le Covid où je suis tombée sur un webinaire, je pense comme plein de gens qui s'ennuyaient un peu pendant le Covid à essayer de se former sur des trucs à droite à gauche, et je suis tombée sur un webinaire de scientifiques spécialistes des grands fonds marins
et notamment une scientifique qui s'appelle Diva Amon, qui est incroyable, Okay. que je conseille à tout le monde de suivre parce que vraiment elle est incroyable, qui est une scientifique de Trinidad et Tobago et qui est vraiment une des expertes mondiales des grands fonds marins et qui tirait un petit peu la sonnette d'alarme en disant là on a un sujet qui concerne le plus vaste écosystème de notre planète, le pilier de la stabilité du climat, avec des écosystèmes qu'on connaît très très mal, et on a en gros une poignée d'entreprises minières qui risquent leur destruction potentiellement irréversible, donc il y a un gros sujet. Et ce que je pense que le sentiment qui m'a fait dire ok, je vais essayer de faire un truc sur ce sujet, c'est un peu un sentiment d'injustice, de dire que c'est pas normal que là on ait juste une toute petite poignée d'entreprises qui derrière des portes closes concrètement avancent pour détruire le patrimoine commun de l'humanité, alors que personne n'est au courant concrètement. Là, 5 ans après, on a fait un petit peu de progrès dans le sens où le sujet est un petit peu plus connu, mais quand même le grand public n'est globalement pas du tout au courant de ce qui se passe dans les grands fonds marins. Or, ça c'est quoi ce que tu appelles les grands fonds marins? C'est à partir d'une certaine profondeur? Ouais, donc la définition de l'océan profond, c'est en dessous de 200 mètres de profondeur. Okay. Le point le plus connu dans l'océan, le point le plus profond connu dans l'océan, c'est la fosse des Mariannes, c'est 11 km. Ouais, exactement. Ouais, je connais mes classiques. Ouais, exactement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la profondeur moyenne de l'océan à travers toute la surface de la planète, c'est 3600 mètres. D'accord. Et donc en fait, l'océan profond, c'est vraiment le plus vaste écosystème de notre planète. Donc quand on pense abysse ou profondeur de l'océan, parfois on a tendance à dire que c'est un peu un truc anecdotique, un peu à la marge. Et que c'est loin des côtes. Et en fait, non, c'est littéralement la norme. Dès la Manche, même si on se balade dans la Manche, on est déjà dans l'océan profond, on doit avoir 400 mètres ou entre 400 et 600 mètres de profondeur. C'est déjà l'océan profond, la Manche. Donc effectivement, ça remet un peu en perspective où est-ce que c'est. Oui, totalement. Et puis, il y a aussi une diversité hyper forte d'écosystèmes. Donc on a des canyons, des montagnes, des cheminées hydrothermales, donc ça c'est des anciens volcans qui expulsent la chaleur interne de la Terre. Enfin, on a des plaines abyssales, on a donc une variété de paysages sous-marins dans les profondeurs qui est hyper riche. Comment tu as fait pour découvrir tout ça du coup? Alors il y a cette fameuse scientifique de Trinidad et Tobago, mais d'où est-ce que ça te vient du coup cet amour tardif? Après avoir un peu plongé dedans en termes théoriques, de technique, j'ai aussi appris à plonger littéralement, physiquement. Et du coup, là, je pense que ça a amené un aspect plus émotionnel. Parce que quand on plonge, même quand on met juste un masque sous l'eau, sans forcément tout un équipement et tout, mais on se rend compte que c'est un monde parallèle qui est juste incroyable, qui est déjà hyper beau. Et qui est hyper fragile. On le voit assez bien, je trouve, quand on met la tête sous l'eau. Et du coup, j'ai appris à plonger, à faire des relevés scientifiques, donc à passer des brevets de biologie marine, à faire de l'apnée aussi. Et je pense que il y a eu ce côté théorique et puis ce côté un petit peu émotionnel qui se sont alliés et qui ont fait que j'avais envie d'y dédier ma vie, même si en 2020, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je ne savais pas du tout que ça allait devenir toute ma vie, mais voilà, c'est le cas. Et aujourd'hui, c'est quoi le lien que tu entretiens au quotidien avec l'océan, en habitant à Paris, en travaillant tu m'as dit que tu avais 3 jobs, dont un à temps plein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ton lien avec l'océan au quotidien? Je pense que en fait, déjà, je suis quand même un petit peu frustrée de ne pas pouvoir plonger très régulièrement, ça c'est sûr, mais cette frustration, elle est quand même compensée par je sais pas, moi c'est devenu vraiment ma mission de vie, le deep sea mining. C'est-à-dire que j'ai vraiment orienté tout ce que je fais dans la vie autour de ça. Donc c'est un côté, j'allais dire fulfilling en anglais, je sais pas trop comment dire. Gratifiant. Un côté gratifiant de réussir à avancer des pièces, et faire bouger un petit peu tout le puzzle, mais même si vivre à côté de l'eau et pouvoir plonger tous les matins, ce serait aussi pas mal. Mais bon, là pour l'instant, j'ai choisi d'être proche des décideurs, et ensuite on verra, parce qu'en fait, tout se joue là dans les prochains mois sur l'exploitation minière des fonds marins, donc si on gagne ou si on perd, peut-être que j'irai plus proche de l'océan en fonction de l'issue. Tu m'as dit quand même la semaine dernière que tu étais en mer. Oui, absolument. Petite exception qui confirme la règle, j'étais à bord de Tara, donc une goélette, la goélette scientifique de la fondation Tara. C'était incroyable, c'était trop bien.
C'était quoi? C'était pour une expédition scientifique ou c'était Non, c'était plaisir? vraiment un tout petit bout de nave en Bretagne. En fait, eux, ils sont sur leur route pour l'UNOC, donc pour la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Et ils ont proposé à plusieurs invités de venir pour parler justement, dans mon cas, de l'exploitation minière des fonds marins et puis des enjeux un peu plus largement de la conférence de Nice. Et du coup, là, c'était juste 4 jours de nave, donc c'est une toute petite navigation, mais j'étais quand même trop contente. Du coup, c'était trop bien. On a embarqué à Brest et on a débarqué à Lorient. Donc tu vois, on a vraiment longé la pointe sud-ouest de la Bretagne, quoi. Ouais, mais c'est des coins qui sont trop bien. Il y a la baie d'Audierne, il y a Camaret, il y a les dauphins, il y a les Glénans. Exactement. On a vu des dauphins. C'est trop beau. Exactement. Ouais, c'était magnifique. C'est des endroits qui sont géniaux. J'adore. Excellent. Même pour quelques jours, c'était quand même trop bien. Il a fait beau? Pas tellement, non. On s'est pris une belle tempête bretonne, voilà. Au moins, on était dans la thématique de la Bretagne. C'était cohérent. S'il y a un bateau qui est censé survivre à ça, c'est Tara. Ouais. De toute façon, donc. Totalement. Ouais, totalement. Non, c'était super. Puis l'équipage était incroyable. Enfin, c'était trop bien. Comment est-ce que tu mêles ton quotidien d'activiste, du coup, alors avec ton quotidien de je sais pas si, non, c'est pas collaborateur parlementaire, du coup, c'est ça. Si. Donc à l'Assemblée nationale, comment est-ce que tu gères tout ça? Et déjà, est-ce qu'ils vont en opposition l'un avec l'autre, ou est-ce que parce que quand tu es activiste, la plupart du temps ça va assez mal avec politique, et on se retrouve facilement à avoir des barrières qui se posent parce qu'il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut pas dire, parce qu'on est censé être le soutien de quelqu'un, et donc soutenir les positions si personnellement tu n'as pas forcément exactement les mêmes, et on sait que Hervé Berville, il peut y avoir aussi des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord quand on connaît ton positionnement. Comment est-ce que tu gères ça entre ton activisme et ton quotidien à l'Assemblée? Déjà, moi j'ai toujours été un peu convaincue de ça, mais le fait de travailler sur le sujet de l'exploitation minière des fonds marins, ça m'en a vraiment convaincue. C'est le fait que les activistes et les politiques, ils sont juste complémentaires. Nous, en tant qu'activistes, on ne peut pas faire sans les politiques, concrètement. Si on veut vraiment faire avancer les choses et aboutir à des victoires ou à des avancées un peu concrètes. Et en fait, quand on a réussi à convaincre la France de prendre cette position en 2022, donc en faveur d'une interdiction de l'exploitation minière des fonds marins, donc ce qui va encore plus loin que le moratoire, donc la pause qui est demandée par les scientifiques. Concrètement, la France et nous, activistes, on allait dans la même direction. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Donc moi, en tant qu'indépendante, extérieure, en tant qu'activiste indépendante, et le gouvernement français, surtout pour l'avancée dans les négociations. Donc pour que, déjà, la France porte cette position dans les négociations, et puis 2, qu'elle contribue d'un point de vue un peu diplomatique à faire grandir cette coalition qu'elle avait contribué à créer, concrètement, parce qu'en 2022, il y avait encore 0 pays qui s'opposait à l'exploitation des fonds marins. Et du coup, dans la mesure où on avance tous dans la même direction sur ce sujet-là, franchement, on a été très très complémentaires. Et même parfois, le fait d'avoir les activistes qui poussent ce sujet dans un pays par le bas, on va dire, par la société civile, les journalistes, les scientifiques, etc., c'est aussi utile pour les gouvernements qui le font par le haut, concrètement. Donc, tu vois, dans l'idée de ramener des nouveaux pays dans le moratoire, concrètement, c'était ça qui se passait. Il y avait d'un côté des mouvements dans la société civile, et de l'autre, la machine, on va dire, diplomatique qui faisait son travail par le ministère des Affaires étrangères en ministère des Affaires étrangères, quoi. Et ça, c'est quand vous allez dans le même sens. Ouais, exactement. Et du coup, moi, comme mon sujet, c'est principalement celui-là et tous les autres traités internationaux sur l'océan, donc l'accord BBNJ notamment sur la protection de la biodiversité en haute mer, ou le traité plastique. Enfin, moi, c'est toutes les négociations internationales sur l'océan, globalement, mon sujet. Et sur tous ces sujets-là, on est plutôt complètement en phase avec la France. Et après, je pense que c'est aussi un truc... je pense qu'il y a aussi un aspect assez individuel, c'est-à-dire que c'est aussi Hervé Berville qui m'a proposé de venir dans son cabinet d'abord en tant que ministre, et puis là dans son équipe parlementaire. Et ça, je trouve que c'est déjà assez... c'est pas très, classique pour un ministre de demander à une activiste de venir dans son cabinet. Tu vois, normalement, c'est pas trop dans les mœurs. Et du coup, le fait qu'il le fasse, ça dénote, je trouve, d'un côté vraiment d'ouverture et de modernité que beaucoup de ministres n'ont pas forcément. Tu vois, justement, dans cette idée qu'on a tendance à
opposer complètement voilà, les activistes d'un côté et puis le gouvernement de l'autre, et puis ça se tape dessus. Et puis j'avoue c'est que tout, ma question allait dans ce sens-là aussi, en vrai. Ouais, non, mais je pense que c'est la manière classique dont on voit. Basique, ouais, complètement. Enfin, basique, naturelle. Ouais, en tout cas, c'est la manière dont on voit ces deux dynamiques en général. Voilà, même sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, on se parle, et puis tu vois, il n'y a pas non plus de sujet de conflictuel au point d'être en désaccord total. Moi, justement, ce que j'aime bien aussi, c'est de réussir à faire avancer des sujets qui, un peu, voilà, brique par brique, un petit peu comme on disait tout à l'heure, sur ramener des nouveaux pays dans le moratoire. Donc au final, c'est assez complémentaire, et ouais, je trouve vraiment que les deux s'apportent des choses mutuellement, en tout cas sur ces sujets-là, quoi. Pourquoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler du sujet du deep sea mining ? Pourquoi est-ce que ça explose en ce moment ? C'est quoi la raison principale ? Il y a deux raisons. Déjà, la première, c'est quand même nous, faut le dire, en termes collectifs. Je veux dire nous, pas nous individuellement, mais je veux dire en 2022, il y avait concrètement 0 pays qui s'intéressait au sujet. Les négociations dans les eaux internationales, elles étaient franchement désertées, c'est-à-dire que les pays n'envoyaient même pas de délégation. Tu vois, c'était vraiment pas un sujet du tout. Il y avait très peu de personnes qui étaient vraiment au courant de ce qui se passait. Et en fait, fin 2021, il y a eu un premier mouvement d'accélération avec une entreprise minière qui s'appelle The Metals Company, qui est un peu la première entreprise minière du deep sea mining, qui fait tout en fait pour accélérer le rythme et pour miner les fonds marins le plus vite possible. Et déjà en 2021, ils avaient essayé de forcer un peu la main aux États en disant dans 2 ans, si vous n'êtes pas prêts, peu importe, on y va. Et donc ça avait un petit peu mis la panique à franchement 4-5 personnes qui s'occupaient du sujet à l'époque, parce que franchement on n'était pas très nombreux. Mais du coup, suite à cette accélération... 4-5, tu veux dire au niveau mondial ? Ouais, c'était une manière de dire qu'on était vraiment 3 pecnos à parler du truc, mais non, on était un peu plus que 5, mais pas énorme non plus, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, à ce moment-là, on a commencé à se dire, il faudrait peut-être que là, on crée une coalition ou un truc pour essayer de mobiliser à fond sur le sujet, parce que, encore une fois, on parle de la stabilité du climat. Tu vois, l'océan, c'est vraiment la pièce centrale du puzzle climatique, environnemental. Et donc voilà, on a commencé à créer une coalition, que ce soit avec des scientifiques, des activistes, des ONG, des parlementaires, des ministres aussi, des journalistes, un peu sur tous les continents, pour essayer justement de expliquer ce qui se passait, essayer de vulgariser au maximum la science et expliquer au grand public pourquoi ce sujet est vraiment important et urgent, et puis 2, faire en sorte de générer une prise de position des gouvernements. C'est-à-dire que là, on a les scientifiques qui demandent un moratoire, parce qu'encore une fois, on connaît très mal ces écosystèmes, et l'exploitation pourrait avoir des impacts irréversibles sur le climat, sur la biodiversité, sur les pêches, sur nous tous et toutes concrètement, sur les droits humains aussi. Et du coup, l'idée, c'était aussi de demander de générer une prise de position des États. Et ça, par ricochet, ça a aussi entraîné une prise de position du secteur privé, qui est, à mon sens, limite aussi important que la prise de position des États. Parce qu'en fait, au fur et à mesure où on a eu des premiers États qui ont rejoint le moratoire, on a eu les premières banques, les premières industries financières, les premières entreprises, les premiers assureurs qui ont commencé à se dire peut-être qu'en fait il n'y a pas tant d'intérêt financier que ça à soutenir l'industrie, on va rejoindre le moratoire aussi. Et là du coup on est à une centaine environ de gros acteurs. Ouais, exactement, financiers, banques, assureurs, des entreprises aussi qui pourraient être les clientes de l'industrie, donc Volvo, Volkswagen, BMW, Google, Philips, Renault, Samsung, des grandes entreprises comme ça, qui ont dit moi j'achète pas de métaux qui proviennent des fonds marins, concrètement. On cherche essentiellement des métaux dans le deep sea mining. Ouais, mais deep sea mining c'est que métaux, donc c'est 2 trucs différents. On a forage pétrolier, gazier, ça qui a lieu, c'est une industrie qui existe déjà. Là, deep sea mining, on parle que de métaux, et ça, cette industrie elle n'a pas encore démarré. Et il y a un danger qui est différent du forage avec le deep sea mining. Ouais, en fait, c'est déjà pas du tout les mêmes écosystèmes, c'est pas du tout les mêmes technologies, et c'est pas du tout la même échelle non plus. Et ce qu'on recherche, c'est pas, là, on recherche des métaux, donc il y a plusieurs écosystèmes qui sont
visés. Mais le premier écosystème, c'est les plaines abyssales, parce que c'est des endroits qui sont relativement plats, sur lesquels il y a des nodules polymétalliques. Donc, faut s'imaginer des petites pommes de terre de métal. Ça fait entre 2 et 12 cm à peu près. Donc, des petites boules comme ça qui sont des concrétions de métaux, dans lesquelles il y a principalement du cobalt, du nickel, du manganèse. Donc tout ce qu'on met dans les cartes mères, les batteries, les téléphones, les ordi, etc. Ouais, exactement. Et donc c'est tout ce qui sert à fabriquer une batterie concrètement, sachant que ces métaux-là, c'est pas, on en reparlera peut-être après, mais c'est pas forcément ceux dont les ressources sont les plus menacées sur Terre. Et c'est pas non plus c'est pas non plus les ressources minières qui sont le plus utilisées dans la fabrication des batteries. Par exemple, le lithium, qui pour le coup est vraiment menacé sur Terre et qui est hyper utile pour les batteries actuelles, il n'y en a pas dans les fonds marins. Donc là, on a un peu de chance, entre guillemets, parce que les métaux qu'il y a dans les fonds marins, c'est ceux dont l'industrie se désintéresse déjà aujourd'hui, concrètement. Okay. Voilà. Qui sont les acteurs économiques? Tu m'as dit, donc il y a ce moratoire, il y a les États, il y a les entreprises privées. Qui sont les acteurs économiques qui poussent, ou politiques qui poussent du coup pour cette exploitation? La question subsidiaire, c'est qui décide de quoi. Il y a Trump qui a décidé il y a 15 jours qu'en fait, il allait pousser pour qu'on puisse justement aller forer dans les eaux internationales. Il n'a pas décidé encore. Il n'a pas décidé, non. D'accord. Il pourrait le faire dans les prochains jours, en tout cas, semaines. Il avait annoncé qu'il avait envie de le mettre en avant, non? Non, il n'a pas fait de déclaration. C'est TMC justement qui a annoncé son intention d'aller demander à Trump, en misant sur le fait que Trump va forcément être drill, OK. Baby, drill. Voilà, là ça va être mine, baby, mine. Mais l'administration Trump n'a pas encore répondu pour l'instant. D'accord, alors par contre, on peut s'attendre à ce qu'il le fasse, ça c'est sûr. Hop, et là je fais une petite pause, c'est le Xavier du montage, et il se trouve qu'au moment où on enregistrait cet épisode avec Anne-Sophie, Trump n'avait encore rien dit, on s'est séparés et 5 heures plus tard, il a déclaré sa volonté d'ouvrir l'exploitation minière dans les grands fonds marins, y compris dans les eaux internationales de façon unilatérale. Donc voilà, ça ne change rien à tout ce qu'on dit dans cet épisode, mais sachez que c'est chose faite. Et à ce moment-là, c'est quoi les remparts? Là, on rentre un peu dans un terrain inconnu, à partir du moment où Trump signe son executive order qui va démarrer l'exploitation, parce que, en gros, déjà pour répondre à tes questions dans l'ordre, en termes économiques, les principaux acteurs qui sont positionnés, c'est globalement des startups. Donc des petites entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de capitaux, qui n'ont pas beaucoup d'argent concrètement, et qui ont besoin du soutien des États et de l'argent des États pour ouvrir l'exploitation. La première et la plus vocale, on va dire, c'est The Metals Company. Donc c'est une entreprise canadienne, une start-up canadienne qui est basée à Vancouver. Mais il y a aussi des acteurs belges. Il y a un groupe belge qui s'appelle JSR, qui est une filiale d'un groupe pétrolier qui s'appelle DEME, qui est un gros groupe pétrolier belge. Il y a aussi, et sinon, voilà, c'est globalement des entreprises occidentales, pour la grande majorité d'entre elles. Canada, Belgique, États-Unis, et évidemment Chine et Russie, qui ont aussi des entreprises minières chez elles. Donc ça, c'est les principales puissances, on va dire, économiques. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de grandes entreprises, par exemple les grandes entreprises pétrolières, elles ne sont pas intéressées par le deep sea mining, alors qu'elles ont les technologies pour aller faire du forage pétrolier, par exemple, en haute mer. Et du coup, c'est assez intéressant, parce que nous, par exemple, quand on travaillait sur la Norvège, qui voulait ouvrir la voie à l'exploitation minière en Arctique, donc la Norvège, c'est une des énormes puissances pétrolières, pour le coup. Et Equinor, donc, qui est l'une des principales entreprise pétrolière en Norvège, c'est un peu l'équivalent de Total Energy en France, si on veut, a rejoint le moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins en disant, déjà, il n'y a pas d'argent à se faire, concrètement. Donc c'est par intérêt économique, tu penses ? Oui, bien sûr. C'est pas uniquement par charité, on va dire. Mais du coup, c'est intéressant de voir que les acteurs économiques qui sont positionnés, c'est globalement pas celles auxquelles on s'attendrait. Tu vois, quand on se dit une entreprise, enfin une industrie aussi large avec des technologies aussi importantes et des risques aussi importants, parce que quand on se représente ce que c'est d'aller miner à 2000, 3000, 4000 mètres de profondeur, faut se représenter un environnement hyper hostile. Oui. C'est-à-dire que concrètement, il faut envoyer des machines de métal qui font 3 fois la taille des moissonneuses-batteuses sur Terre.
concrètement, il y a tout qui casse. Il y a une pression qui est énorme. On se souvient du sous-marin assez récent. Exactement, ouais. Ouais. Et donc ça, c'est pour le côté économique mais de tu vois, quels acteurs. C'est quoi le vrai intérêt derrière, du coup ? Pourquoi est-ce qu'on pousse autant pour lancer cette industrie si finalement tous les plus gros disent non, moi franchement pas d'intérêt. Mais je me pose la même question que toi. Moi, est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris ou un truc qu'on sait pas, mais en fait, moi, ce qui me fascine le plus avec cette industrie, c'est que elle n'est pas viable financièrement ni commercialement. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le truc. Qui sont énormes et qui ne sont pas viables non plus, mais qui sont soutenus par des États, par des. Voilà, c'est ça. Et en fait, mais concrètement, là, on a des entreprises qui sont positionnées. Genre, le jour où l'exploitation démarre, elles seront dans les starting blocks. Mais il y en a vraiment une qui pousse et qui fait tout pour miner, c'est The Metals Company, qui est au bord de la faillite, concrètement. Donc ça fait... Et d'ailleurs, le PDG qui a fondé cette entreprise, qui s'appelle Gérard Baron, en est à son 3e ou 4e coup d'essai, c'est-à-dire que The Metals Company, c'est la 3e ou 4e entreprise qu'il a essayé de lancer pour miner les fonds marins. À chaque fois, ils ont fait faillite, à chaque fois, ça n'a pas marché. À chaque fois, ils se sont pris des procès de la part de leurs investisseurs parce que le truc ne marche pas, le truc n'est pas viable. Donc tu vois, on n'est pas non plus sur plein d'acteurs économiques qui sont tous en train de pousser. Il y a une entreprise qui est en train de pousser, c'est The Metals Company, parce que c'est un peu, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est les investisseurs qui ont mis, je sais pas combien de millions en investissant dans cette entreprise-là, et qui leur disent bon les gars, on y va quand ? Sauf que... dans ce cas, est-ce que le danger, il est aussi sévère que ce qu'on imagine ? S'il y a une boîte qui pousse, qu'elle n'a pas de thunes et que les autres sont juste là, ouais, non, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Non, si, parce que le problème, c'est que dès qu'il y en a une qui démarre, ça ouvre les vannes. Et donc, dès que l'industrie est autorisée pour une entreprise, là, tu as la Chine, la Russie et toutes les autres entreprises qui sont dans les starting blocks, justement, qui vont se dire, on y va aussi. Et là, c'est open bar, tu vois. Mais du coup, pour expliquer peut-être comment tout ça est gouverné et qui a le droit de faire quoi dans les grands fonds marins, parce que ça va aussi permettre d'expliquer la situation avec Trump en ce moment. Concrètement, là, on parle que du deep sea mining dans les eaux internationales. Ouais. Les eaux internationales, c'est environ la moitié de la surface de la planète. C'est le plus vaste écosystème de notre planète. Et donc, dans ces eaux-là, en fait, concrètement, c'est des eaux qui appartiennent à aucun État. À l'inverse des eaux territoriales où, par exemple, dans les eaux françaises, la France fait ce qu'elle veut. Dans les eaux chinoises, la Chine fait ce qu'elle veut. Dans les eaux internationales, pour l'instant, il y a une entité qui a été créée par l'ONU qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM. Et c'est dans cette entité-là que les États négocient le code minier, donc concrètement des règles pour encadrer l'exploitation dans les eaux internationales. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a démarré dans les eaux internationales. Il y a eu des tests d'exploitation minière, mais dans les eaux territoriales, qui ont à chaque fois été un désastre, évidemment. Mais dans les eaux internationales, on a pour l'instant juste des permis d'exploration minière qui ont été accordés. Donc il y a 35 permis qui ont été accordés, à chaque fois par un binôme État et entreprise minière, ou État et institut de recherche. Par exemple, la France, elle a 2 permis d'exploration minière avec l'IFREMER, donc Institut de recherche français. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va sonder pour regarder ce qu'il y a comme type de métaux dans le sol ? Ouais, exactement. Et du coup, en l'occurrence, pour la France, elle a fait le choix de le faire en mode recherche scientifique, donc pas à des fins d'aller exploiter. Mais TMC, quand elle va faire des permis d'exploration minière, c'est à des fins d'exploitation. Donc ça, c'est un petit peu le cadre global de comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on a ces 170 pays qui négocient le code minier et dont la France, la Chine, la Russie, etc. De manière intéressante, les États-Unis n'ont pas ratifié. Donc c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c'est un peu la constitution des océans, c'est un peu le texte qui est fondateur du droit international de la mer. Donc les États-Unis n'ont pas ratifié, mais ils ont signé un accord de cette convention qui a attrait à l'exploitation minière des fonds marins. Donc tout ça pour dire que là, quand Trump, quand The Metals Company annonce qu'ils vont demander un contrat à Trump pour miner dans les eaux internationales,
ce serait en violation du droit international. Oui, c'est lui demander de façon unilatérale de prendre une décision à la place de l'ensemble des États qui sont... Ouais, exactement. Et tout ça parce que concrètement, l'avancée des négociations ne leur plaisait pas. Et on avait de plus en plus d'États qui s'opposent au démarrage précipité de l'exploitation. Là, on a environ 32, un peu plus d'une trentaine, qui disent qu'il faut un moratoire, une pause de précaution ou une interdiction totale comme la France. Et ça leur plaît pas. Donc ils ont dit vous savez quoi, on va aller voir Trump. Lui, Trump, à tous les coups, il va être OK pour aller miner les fonds marins en violation du droit international et dire on y va en dehors du cadre onusien des négociations, quoi. Et ça, ce serait quand même, on entrerait vraiment dans une nouvelle dimension. Donc là, pour l'instant, l'administration Trump n'a pas ni confirmé ni infirmé tout ça. Pour l'instant, c'est juste une intention de TMC, donc The Metals Company, qui a dit voilà ce qu'on va faire. Mais l'administration Trump n'a pas répondu. Les connaissants, on peut s'attendre à ce qu'ils le fassent plutôt positivement, sachant que il s'assoit sur le droit international à peu près tous les matins, Trump. Donc c'est probablement pas ça qui va l'arrêter. Est-ce que une fois que si jamais Trump dit vas-y go, il y a un dernier garde-fou, est-ce que c'est irréversible si le truc est lancé? Est-ce qu'il y a forcément d'autres boîtes qui vont se lancer dans la brèche, ou est-ce que en fait ça pourrait rester juste les États-Unis qui violent unilatéralement ce traité et les autres qui restent et qui se disent non, nous on va pas aller jusque là et du coup on attend encore? Il y a plein de scénarios possibles, parce que et puis il y a aussi le scénario où finalement ils y vont pas aussi, tu vois, ils sont tellement imprévisibles concrètement, tu vois, même avec les tarifs et le fait qu'il dit un truc, il dit le contraire le lendemain, tout ça est quand même très imprévisible. Mais déjà le premier levier qui va être activé le jour où Trump signerait son executive order pour faire démarrer tout ça, ce serait le levier diplomatique. Concrètement, les 170 pays membres de l'autorité internationale, ils se feraient insulter, pour dire les choses poliment, par cette action. Et du coup, on s'attend à ce que tous ces pays-là fassent un peu une levée de bouclier. Alors pas les 170 évidemment, parce qu'il y en a par dedans qui sont moins impliqués que d'autres, mais typiquement pour la France, la Chine, tous les pays qui sont impliqués dans les négociations, et il va falloir qu'ils envoient des armées de diplomates et qu'ils aillent négocier pour dire vous faites ce que vous voulez dans les eaux américaines. Les États-Unis sont souverains dans les eaux américaines évidemment, mais dans les eaux internationales, il y a des règles, il y a du droit international, et puis c'est comme ça, quoi. Donc ça, c'est le premier levier. Et ça, c'est quelque chose qui est assez encourageant, c'est que quand TMC a fait son annonce, donc c'était le 27 mars dernier, c'était en pleine négociation à l'autorité internationale des fonds marins. Donc ils ont vraiment choisi de faire ça en plein milieu des négos, en mode un peu bombshell pour... c'est un peu leur manière de faire, quoi. Ils provoquent. Ouais, c'est vraiment des gens... et le lendemain, dans les négociations, il y a eu vraiment une levée de bouclier de tous les diplomates, mais de manière vraiment unilatérale. C'est-à-dire tout le monde a pris la parole pour dire c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, c'était assez fou de voir ça, parce que... Et on se disait, moi j'avais vraiment l'impression d'être dans le multiverse en voyant ça, parce que tu avais la Chine et la Russie qui prenaient la parole pour alerter sur le fait que les États-Unis pourraient violer le droit international et protéger le droit international contre les États-Unis. Vraiment c'est le multiverse, quoi. Ça devait être beau d'être là-bas à ce moment-là. Ouais, vraiment. Oui, et puis même hors Chine et Russie, ça fait quand même du bien aussi de voir qu'on a un certain nombre de pays qui sont capables de se mettre d'accord et capables de protéger un espace commun ensemble. J'ai l'impression qu'on a quand même assez rarement ce genre de bonnes nouvelles en ce moment, et ça fait du bien à entendre, et ça doit faire du bien à y participer aussi. Ouais, complètement. Et même pour les pays qui veulent, tu vois, qui sont pas d'accord sur le fond, par exemple la Chine et la Russie, ils sont pas dans le moratoire. Ils voudraient bien aller miner un jour, mais par contre ils respectent le cadre, les règles du multilatéralisme, les négociations, etc. Et du coup là-dessus ça a été plutôt encourageant de voir que tous les diplomates et tous les pays ont pris cette position hyper forte le lendemain de cette annonce. Mais entre cette réaction des diplomates dans les salles de négo et une réaction au niveau des ministères ou au niveau des chefs d'État de tous ces pays-là, il y a aussi un gap, quoi. C'est-à-dire que, et en plus, là, Trump
est tellement dans ces stratégies du chaos de tous les jours, dire un truc ou annoncer un truc toujours plus fou que la veille, que les gens on est tous désemparés par ce qui se passe limite tous les matins hein, là, avec cette nouvelle administration. Donc il y a aussi la question de est-ce qu'ils vont vraiment qu'ils vont y aller se ou pas, bouger. Enfin, est-ce que les autres pays vont se bouger vraiment le jour où l'executive order tombe. Le stress est limite plus gênant que la vraie. Et c'est ça qu'ils recherchent aussi, hein, cette stratégie du chaos qui fait que voilà, les gens sont paralysés hein, parce qu'il y a tellement de feu à éteindre que tu peux pas être partout par définition. Donc ouais, en tout cas, ce qu'il faut vraiment espérer, c'est qu'il y ait une levée de bouclier le jour où l'executive order tombe de tous les pays qui ont quelque chose à faire du droit international, du multilatéralisme ou de l'océan ou du climat. Enfin, faut que là, les gens se bougent concrètement. Ça existe déjà dans les eaux nationales, le deep sea mining, ou est-ce que ça n'existe pas encore? Et si ça n'existe pas encore, est-ce que du coup un pays pourrait décider unilatéralement de faire ça dans ses eaux nationales? Et qu'est-ce que ça engendrerait en fait? Parce que évidemment, si on parle océan, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de frontières physiques. Qu'est-ce que ça engendrerait pour les autres pays? Ouais, pour l'instant, donc il n'y a rien qui a démarré à l'échelle. Il y a eu des tests, mais à une échelle très réduite d'exploitation minière. La France a fait des tests dans les eaux françaises dans les années 80-90. Le Pérou a fait des tests, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait des tests, donc à chaque fois dans leurs eaux territoriales. Mais c'était à des fins de voir ce que ça fait concrètement et puis d'étudier les impacts quelques années plus tard. Donc il n'y a pas d'exploitation commerciale qui se fait encore dans n'importe quel pays. En revanche, en fait, là où cet enjeu des eaux internationales il est important et intéressant, c'est que la plupart des gisements, ils sont dans les eaux internationales, et notamment dans le Pacifique. Donc l'océan Pacifique, ce serait le premier qui serait miné si l'exploitation démarrait. Et d'ailleurs, TMC, s'ils y vont avec Trump, minerait en premier lieu dans le Pacifique, en violation aussi des droits des peuples du Pacifique. Et donc ça fait que voilà, pour l'instant les gens se sont vraiment concentrés sur les eaux internationales parce que c'est là où les gisements sont les plus intéressants, les plus conséquents. Mais concrètement, rien n'empêche la Chine d'aller miner dans les eaux chinoises si elle a envie, ou les US de le faire dans les eaux américaines. Et donc il y a aussi un autre scénario de ce point d'interrogation de Trump si jamais il décide de ne pas y aller dans les eaux internationales. Il peut le faire dans les eaux américaines, et les États-Unis ont la première aire maritime au monde en termes de surface. Juste après, c'est la France, et à quelques kilomètres près d'ailleurs, donc on a à peu près la même surface maritime que les États-Unis, et donc eux ont aussi beaucoup de ressources minières. Et du coup, pour le coup, les États-Unis, si ils décident d'aller miner dans les eaux américaines, on peut s'attendre à ce que la Chine, la Russie ou l'Inde se disent on va éliminer dans les eaux chinoises, russes et indiennes. Mais du coup, ça décalerait un petit peu le problème, la conversation des eaux internationales vers les eaux nationales. Est-ce que c'est un bien commun international, une eau nationale aussi? Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu disais, l'océan n'a pas de frontières par définition. Les impacts de l'exploitation, ils ne se cantonnent pas au site qui est miné. Ils se propagent sur des centaines de kilomètres à la ronde et dans toutes les directions. Pas seulement en 2D, mais en 3D, voilà, c'est ça. Donc aussi jusqu'à la surface. Et donc ça, c'est les zones de pêche qui sont impactées. C'est la biodiversité vraiment des abysses jusqu'à la surface. Concrètement, c'est quoi le danger en fait? On découvre des choses qui sont sur le sol et qui devraient rester sur le sol? Le danger de l'exploitation, tu veux dire, les impacts? Les impacts forts. En fait, déjà pour se représenter un peu à quoi ça ressemble, concrètement, ce serait une machine qui est vraiment un bulldozer qui fait à peu près 3 à 4 fois la taille des machines agricoles qu'on a sur Terre pour labourer les champs. C'est en gros le même principe, avec une chenille qui va racler les fonds marins, donc les plaines abyssales, et du coup détruire tout ce qu'il y a sur son passage déjà de base. Donc là, la destruction des écosystèmes est Là, je claire. vous renvoie à l'épisode avec Pierre Gilbert, du coup, on a beaucoup parlé de ça. Ouais. Ensuite, il y a aussi, avec l'action des machines qui raclent le fond, c'est des panaches de sédiments qui sont produits. Donc concrètement, la vase qui est au fond de l'eau qui serait remise en suspension. Et donc ça, c'est une vase qui est polluée aux métaux lourds, qui se retrouve en suspension dans la colonne d'eau et qui impacte toute la biodiversité marine.
Ensuite, il y a un risque aussi d'extinction d'espèces qui, pour la plupart, ne sont pas encore connues des scientifiques. Là, il y a 90% des espèces dans les grands fonds marins qui n'ont même pas encore été décrites par les scientifiques. Ensuite, il y a un autre set d'impacts qui sont des pollutions chimiques, sonores, lumineuses. Et les pollutions sonores et lumineuses, c'est des pollutions qui sont hyper importantes pour la biodiversité marine qui communique principalement avec le son et la bioluminescence à ces profondeurs-là. Et enfin, il y a aussi des impacts sur le climat, sur la stabilité du climat. Et ça, c'est des impacts que pour l'instant, les scientifiques n'arrivent pas très bien à chiffrer ou à estimer. Mais concrètement, ça pourrait mettre un grain de sable dans l'engrenage climatique. Ouais, exactement. Et donc là, on rentre un peu aussi dans une zone inconnue, avec potentiellement l'aggravation de la crise climatique. Ça, et en plus, j'imagine qu'on peut libérer du carbone qui est présent dans les fonds marins, dans les sédiments. On en avait parlé dans l'épisode avec Pierre Gilbert, où on disait que justement, en fait, la vie marine, et au fait, quand les animaux meurent, quand ils défèquent et que tout ça arrive sur le sol, ça stocke énormément de carbone. Mais que du coup, si on commence à remuer tout ça, on fait remonter du carbone à la surface qui est censé être piégé dans les profondeurs. Ouais, exactement. Ouais, les abysses, c'est vraiment notre coffre-fort à carbone. Et donc tu as l'océan dans son ensemble qui séquestre avec plein de manières différentes ces gaz à effet de serre, et pas que le carbone d'ailleurs, le méthane aussi, qui est un gaz à effet de serre avec un pouvoir réchauffant encore pire que le carbone, que le CO2. Et tous ces gaz-là sont vraiment coffrés, séquestrés dans les fonds marins. Et là, cette question des risques climatiques, elle est connue des scientifiques, elle est identifiée, mais par contre son ampleur n'est pas encore connue. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils disent qu'il faut un moratoire. Parce que, ça pourrait exister un deep sea mining propre ? En l'état actuel des connaissances et des technologies, non. Okay. Ça, le consensus scientifique est très clair là-dessus. La porte est fermée. Non, ça complètement. Toutes les entreprises, parce qu'il y en a quelques-unes là qui commencent à arriver en disant nous on va miner les fonds marins de manière durable. Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'a pas de fondement scientifique. D'accord. En revanche, peut-être que dans 30, 40, 50 ans, peut-être qu'avec l'évolution de technologies qu'on n'a pas encore aujourd'hui, peut-être qu'un jour ce sera possible. Mais aujourd'hui, ça l'est pas. Okay. Qu'est-ce que tu racontes du coup Qu'est-ce que tu racontes aux décideurs politiques quand on est à l'Assemblée nationale? On se disait en fait il faut que tu écrives des notes qui fassent 2-3 pages maximum parce que sinon elles sont pas lues, elles sont pas comprises. Qu'est-ce que tu racontes du coup dans tes notes à un décideur politique? Parce que j'imagine que juste dire il faut faire une pause, c'est pas suffisant, il faut proposer quelque chose, il faut tu peux pas juste dire on tient la porte fermée le plus longtemps possible jusqu'à ce que les gens finissent par réussir à rentrer. Il faut réussir à mettre le verrou et dire terminé, on touche plus à cette porte. Ou alors proposer une fenêtre par laquelle passer et qui soit différente. Qu'est-ce que complètement, proposer des alternatives. Déjà, on adapte vraiment notre discours et notre manière de présenter le sujet en fonction du pays dont on parle et en fonction des dirigeants qu'on a devant nous ou des partis qu'on a devant nous. Parce qu'en fait, le sujet de l'exploitation minière des fonds marins, il est tellement large et tellement vaste qu'il comprend en fait tellement de volets de notre société. Tu vois, on ne parle pas uniquement des poulpes bioluminescents des abysses, même si on adore les poulpes bioluminescents des abysses, évidemment, mais on parle aussi de métaux critiques, de géostratégie, de diplomatie, de multilatéralisme, de sobriété, de voitures électriques. Enfin, on parle de plein de choses, en fait. Et du coup, pour convaincre un pays de rejoindre le moratoire, on va apporter soit des arguments déjà environnementaux et scientifiques, c'est-à-dire le fondement, c'est que là, on a un sujet sur lequel le consensus scientifique est très clair. Et ce qui est assez rare aussi, quand on parle de sujets environnementaux, tu vois, je sais pas, le sujet nucléaire, par exemple, c'est la réponse, la solution n'est pas limpide. Là, avec ce sujet, tout le monde est d'accord. Au moins, moratoire, on gèle le truc, on réfléchit avant d'agir, en fait, concrètement. C'est un peu ça la position des scientifiques. Donc, soit des arguments environnementaux, scientifiques, climatiques, etc. Des arguments de pêche aussi, surtout pour les pays côtiers. C'est aussi hyper important. Donc ça, c'est des arguments qui sont économiques. Par exemple, sur la Norvège, donc on a fait une campagne là-bas pendant 2 ans pour empêcher le démarrage de l'exploitation minière en Arctique, donc dans les eaux norvégiennes, dans les eaux territoriales norvégiennes. Et pour ça, la mobilisation des pêcheurs a été hyper importante.
Je me souviens que tu avais passé un moment en Norvège, toi, à ce moment-là. Oui, exactement. On fait beaucoup d'allers-retours en train, évidemment. Activisme bas carbone, quand même. Mais ouais, la mobilisation des pêcheurs avait été hyper importante parce que pour eux, c'est des pertes économiques qui sont énormes. Et puis les pêcheurs dans des pays côtiers ou maritimes comme la Norvège et comme la France aussi ont un poids politique qui est hyper important. Et donc en Norvège, énerver les pêcheurs, c'était pas un sujet, c'était pas une possibilité quoi. Donc il y a ça, il y a l'argument économique. Ensuite, pour des pays qui sont par exemple des pays miniers, qui ont des réserves de mines terrestres. Moi, je pense à l'Australie, par exemple, ou l'Afrique du Sud, voilà, des pays qui ont des mines terrestres. Il y a aussi des arguments économiques, c'est-à-dire concrètement, si l'exploitation minière des fonds marins démarre à grande échelle, concrètement, c'est moins de bénéfices pour vous, c'est votre concurrence qui décroît, et donc moins de revenus liés à vos exploitations terrestres. Et c'est aussi une raison pour laquelle la Chine ne pousse pas plus que ça, parce qu'en fait elle a une telle mainmise sur les métaux terrestres qu'elle n'a pas forcément intérêt à faire démarrer dans la précipitation l'exploitation des fonds marins, parce que voilà, ça ferait trop baisser son monopole concrètement sur les mines terrestres. Et bon, ensuite il y a aussi des arguments qui sont plus liés aux droits humains. Mais voilà, en gros, on a tous ces volets d'arguments là qu'on amène en fonction de qui on a en face de nous. Puis ensuite, les solutions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si on ne va pas miner les fonds marins, elles sont aussi amenées par les scientifiques, qui amènent des solutions qui sont déjà l'économie circulaire, donc investir dans les infrastructures d'économie circulaire, de recyclage des déchets électroniques. Donc ça, c'est des métaux qui, pour l'instant, on ne sait pas recycler parce que on s'y intéresse pas concrètement, hein. On les envoie dans des décharges à ciel ouvert. Et en fait, si on arrivait à recycler et à réutiliser tout ce cobalt, ce nickel, ce manganèse qu'on a déjà extrait à la surface de la Terre, on pourrait répondre à la demande par plus de 64%. Ouais. Et donc, ce serait déjà une grande partie du problème qui serait résolue. Et ensuite, il y a aussi une deuxième alternative. Donc, c'est déjà investir dans l'économie circulaire, le recyclage de ces métaux. C'est la sobriété aussi, ça qui est quand même une solution avancée dans les rapports du GIEC et aussi les scientifiques qui travaillent sur l'exploitation minière des fonds marins. Et évidemment, mieux faire les mines terrestres. Parce que, on aura toujours besoin, on aura toujours une part incompressible de besoin qui fait qu'on aura besoin de continuer à miner des métaux, du lithium notamment, et aussi les terres rares. Les terres rares, il n'y en a pas beaucoup dans les grands fonds marins, et c'est différent des métaux genre cobalt, nickel, manganèse. Les terres rares, c'est ceux qui ont des noms un peu bizarres qui se terminent en en général néodymium, des choses comme ça. Donc ça, c'est encore différent, et ça, ils sont encore plus critiques et encore plus... les ressources sur Terre sont aussi hyper en train de s'amenuire, quoi. S'amoindrir, s'amenuiser. S'amenuiser, voilà. Je sais pas. Merci. En train de réduire, quoi. Bon. Et donc voilà, il y a toutes ces alternatives là, elles sont amenées par les scientifiques. Et il y a aussi un dernier truc, c'est que la teneur en métaux des gisements dans les grands fonds marins, elle est soit équivalente à celle des gisements terrestres, soit elle est ridicule comparée aux gisements terrestres. En d'autres termes, pour construire une batterie avec des métaux qui viennent des grands fonds marins, il faudrait miner une surface immense comparée à ce qu'il y a concrètement dans cette batterie. Donc ça, c'est aussi un autre argument qui pousse les scientifiques à dire on recycle, on investit dans des alternatives, et on agit évidemment sur les mines terrestres pour réduire aussi les questions hyper problématiques d'atteinte aux droits humains, de conditions sociales et environnementales dans lesquelles les mines terrestres se développent, parce qu'évidemment les entreprises minières qui veulent aller miner les fonds marins, ça c'est aussi leur argument, c'est de dire regardez ce qui se passe au Congo, évidemment, est-ce que vous voulez vraiment... Et donc elle présente l'exploitation minière des fonds marins comme une alternative. Mais où tu vas avoir forcément des experts, et donc ça va être comme il y aura moins de monde à 3000 mètres, et évidemment ce sera socialement plus logique. Ça c'est ce qu'ils disent. Je pense que c'est quasiment presque un autre épisode en fait qu'il faut qu'on fasse là-dessus, sur toute cette partie minière. Oui, complètement. Mais en tout cas, ce qui est
très très clair du point de vue des scientifiques, c'est que, ça ne va pas résoudre les questions de mine terrestre. Donc, si on veut vraiment s'y adresser, on en parle et on agit concrètement. Mais si on ouvre la voie à l'exploitation minière des fonds marins, ce serait juste dédoubler de problèmes plutôt que d'adresser et de résoudre le premier. C'est juste faire pire en fait que ce qui était déjà un problème, quoi. Ouais. Donc voilà. Je pense qu'on va se faire virer de notre salle bientôt parce qu'on avait 1 heure pour enregistrer et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens pour soutenir du coup cette activité, cet activisme, ton militantisme, et où est-ce qu'on te retrouve? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire déjà à notre échelle. C'est déjà d'en parler. Et ça a l'air bête comme ça, mais le fait de rendre déjà le sujet visible dans la lumière, si on connaît des journalistes, demander aux journalistes d'en parler, etc., c'est déjà un premier truc qui est hyper important. Et ensuite, on a créé avec Camille Etienne un mouvement qui s'appelle Lookdown, qu'on retrouve sur Instagram à Lookdown Action. Et en fait, là-dessus, on poste plein d'actions pour interpeller des gouvernements. Et pour dire, par exemple, là, en ce moment, par exemple, on travaille sur l'Australie. Et donc, l'idée, c'est d'aller taguer des ministres ou le Premier ministre australien pour lui dire de rejoindre le moratoire, ou d'envoyer des mails pré-rédigés où le truc, ça prend 0,5 secondes à faire depuis son canapé. Et en fait, quand on est des milliers à le faire... Oui, on travaille aussi avec Chili, ouais, évidemment. Xavier Durand est passé sur le podcast. Ah, c'est vrai, trop Exactement. bien. Et ils sont géniaux, je les adore. Mais en gros, et ça, c'est des actions où quand on le fait, nous, tout seul sur son canapé, on se dit à quoi ça sert, mais en fait c'est comme ça qu'on a réussi à inverser le rapport de force jusqu'ici avec les entreprises minières, donc vraiment ça a un impact énorme, et donc c'est ça qui nous ouvre nous les portes des ministères, des décideurs, donc ça c'est hyper important. Et deuxièmement, c'est aussi mobiliser le secteur privé. Et là on est à Change Now typiquement, où il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagés pour la transition énergétique ou la transition écologique, ou en tout cas qui ont envie de le faire. Et ça, c'est aussi un sujet, c'est demander à ces entreprises, à des banques, à des investisseurs, à des fonds, à des assureurs de rejoindre le moratoire. Ça leur coûte rien, parce que pour la plupart du temps, ils ne financent pas d'entreprises qui veulent miner les fonds marins. Et ça a un impact énorme aussi, parce que concrètement, si on leur retire les sous à ces entreprises minières qui veulent miner les fonds marins, pas de bras, pas de chocolat, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça c'est des actions à la fois politiques et financières que n'importe qui peut faire et qui ont un impact vraiment vraiment énorme. Et puis en parler, quoi. Trop cool, merci beaucoup, super conclusion, pas de bras, pas de chocolat. On mettra du coup le Lookdown dans la description pour que vous puissiez aller regarder sur Instagram. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés. Passez encore 5 secondes là juste pour nous mettre quelques étoiles sur votre appli de podcast, pour nous laisser un commentaire, pour nous aider à progresser. Ça nous aide énormément. Et moi, je vous retrouve très bientôt après. Donc, il me reste encore un épisode enregistré à Change Now. Et puis ensuite, je vous retrouve assez vite pour l'épisode suivant qui sera sur un sujet tout autre, mais que je vous laisserai découvrir en allant cliquer dessus. À plus. Merci. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.